Vous vous souvenez de moi, docteur? Cette petite fille de 8 ans que vous avez abusée, dans tous les sens du terme, sans la moindre compassion pendant l'accouchement. Je murmurai tout près de son oreille en ajustant le tube du respirateur. Il ne pouvait bouger que les yeux. Ses yeux qui s'écarquillèrent d'effroi quand il me reconnut. Eh bien, maintenant, votre vie dépend de mes mains. Le moniteur cardiaque s'emballa, les bips s'accélérèrent avec le cœur de ce monstre. Je continuai à arranger les tubes calmement, comme l'infirmière professionnelle que je suis devenue. Drôle comme la vie fait des tours, n'est-ce pas? Monsieur, si puissant dans cette salle d'accouchement, ne peut même plus se gratter le nez. Un petit rire sec me monta aux lèvres en vérifiant la perfusion. Restez tranquille, je ne ferai rien que vous n'auriez fait vous-même. Je suis trop professionnel pour ça. Mais chaque jour où j'entre dans cette chambre pour m'occuper de vous, nous savons tous les deux qui je suis et ce que vous avez fait. J'ajustai son oreiller très lentement, m'assurant qu'il puisse voir mon visage. Je voulais qu'il sache que cette petite détruite d'il y a tant d'années commandait maintenant chaque minute de l'air qu'il respirait. Je m'appelle Célestine Bouchard-Moreau. J'ai 83 ans et je suis née à Rodez, en avion, où je vis encore aujourd'hui. Mes mains sont petites mais fermes. Des mains qui ont déjà apporté beaucoup de vie au monde, contrairement aux siennes, qui n'ont apporté que douleur et souffrance. Mes cheveux, autrefois noirs comme la nuit avéronaise, sont maintenant blancs naturellement. Je n'ai jamais eu de patience pour les teintures. Sur mon avant-bras gauche, une cicatrice raconte une histoire à part. Je l'ai gagnée dans une bagarre terrible, alors que je travaillais à l'hôpital régional. Une femme folle avait tenté de poignarder une collègue avec un tesson de verre. J'ai sauté devant. 6 points, sans anesthésie, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. Je ne le regrette pas. Cette marque est devenue ma médaille d'honneur. Parce qu'une vraie mère, même si je n'ai jamais pu élever ma propre fille, protège toujours les autres, n'est-ce pas? Et vous qui m'écoutez maintenant, dites-moi, de quel coin de France me regardez-vous raconter cette histoire que j'ai gardée plus de 60 ans? Laissez dans les commentaires votre nom et votre ville. Je suis curieuse de savoir jusqu'où la voix d'une vieille avéronaise peut voyager. Peut-être même qu'il y a des gens de Rodez qui m'ont croisé dans la rue sans jamais imaginer ce que j'ai vécu. Parfois, on passe des années à croiser les mêmes personnes sans jamais imaginer les histoires qu'elles portent dans leur cœur, n'est-ce pas? Rodez dans les années 60 était un monde à part, mes chers. Rien de cette modernité que l'on voit aujourd'hui. Le marché débordait toujours de charrettes de toute taille. Des camions énormes arrivaient de Toulouse et Montpellier, et les petites carrioles des fermiers apportaient fromage, légumes, pain. À la confluence du Dourdou et de l'Avion, un spectacle unique, un côté clair et brillant, l'autre couleur de terre. Le froid mordait, l'humidité s'accrochait à la peau comme du miel. Les maisons, pour la plupart en pierre, beaucoup avec des étables en bas, prêtes pour l'hiver et ses gelées. L'électricité était un luxe, chose de gens riches. Le reste se contentait de lampes à pétrole, chandelles, tout ce qu'il fallait pour chasser l'obscurité. C'est dans ce décor qu'il est arrivé. Docteur Augustin Bellemare. Je me souviens comme si c'était hier. Une voiture noire rutilante se gara devant ce qui deviendrait le nouvel hôpital municipal. Un homme grand descendit. Costume clair, impeccable, cheveux luisants de brillantine, lunettes dorées. Même le froid mordant ne semblait pas l'atteindre. Il n'était pas comme les autres médecins plus âgés de la ville, ces praticiens formés par les anciens. Non. Lui venait de Paris. Université prestigieuse. Formation internationale, disait-il. Il apporta des équipements que personne n'avait jamais vus. Il parlait compliqué, avec un accent différent, et ça impressionnait les gens simples. Il devint vite une célébrité locale. L'homme qui va sauver Rodez, disait-il. Le maire organisa même une cérémonie d'accueil sur la place centrale. Tout le monde voyait cela comme une bénédiction. Ma mère, sage-femme respectée dans l'Avion, fronça le nez. « Je n'aime pas ses yeux », disait-elle. « Il ne regarde pas droit les gens. » Qui allait écouter une sage-femme quand un docteur diplômé de Paris trônait avec ses certificats au mur? Moi, à cette époque, je pensais que ma mère était jalouse. Les femmes enceintes préféraient maintenant ce docteur. Ah, comme je regrette de ne pas l'avoir écouté. Les signes étaient là, pour qui voulait voir. Tante Marthe, infirmière ancienne du dispensaire, chuchotait avec les autres quand il n'était pas dans les parages. Ce docteur prend beaucoup trop de temps sur les examens des jeunes filles, disait-elle. Il fait attendre les mères dehors. C'est sa procédure moderne. Une autre infirmière, Madame Prasy, demanda son transfert après 3 mois. Quand on lui demanda pourquoi,
Elle répondit simplement « J'ai mes raisons » et n'en parla plus jamais. Et il avait cette façon de ne jamais regarder dans les yeux des patientes. Il fixait le corps, les papiers, le sol, jamais les yeux. Comme s'il ne voulait pas qu'elle voie ce qui se cachait dans les siens. Ma première rencontre de près? J'avais emmené ma cousine de 12 ans, cheville tordue en jouant. Il l'examina. Mais il demanda qu'elle enlève ses vêtements pour mieux voir. J'ai trouvé ça étrange. Mais qui étais-je pour questionner un docteur? Je suis restée là, à côté, sans comprendre pourquoi il passait la main dans son dos, sur son ventre, pour soigner une cheville tordue. Quand nous sortîmes, ma cousine était silencieuse, différente. Je demandai ce qui s'était passé. Elle secoua la tête. « Je n'ai pas aimé la façon dont il m'a touchée, dit-elle. Sur le moment, je ne donnai pas l'importance qu'il fallait. J'ai pensé que c'était de l'enfantillage. À cette époque, un médecin était presque un dieu dans les petites villes. Personne ne doutait. Personne ne questionnait. Et il le savait. Oh, il le savait très bien. Et il utilisait ce pouvoir. Les gens remarquaient des choses étranges, mais avalaient leur salive. Il faisait semblant de ne pas voir. Que pouvait-on faire? Il était le seul médecin titulaire d'un diplôme dans des centaines de kilomètres à la ronde. Si jamais il se plaignait ou refusait quelque chose, vers qui pourrait-il se tourner pour obtenir des soins? Cette peur, cette dépendance, engendrait un silence intérieur, un cri muet qui ne pouvait jamais s'exprimer. Et puis il y avait sa manière de choisir ses victimes. Toujours des filles ou des femmes fragiles, souvent pauvres, venues de loin, isolées, sans mari ni père pour les défendre. Celles qui, si elles ouvraient la bouche, ne seraient jamais entendues. C'est ainsi que je suis devenue sa proie. Une adolescente de 16 ans, enceinte, abandonnée par son petit ami et rejetée par sa famille, une cible facile. Un loup observant une petite proie perdue, attendant le moment idéal pour frapper. J'étais encore innocente, malgré le bébé qui grandissait dans mon ventre. J'avais grandi en courant le long des ruisseaux, en aidant ma mère lors des accouchements, en connaissant chaque plante médicinale qui bordait la rivière. Nous n'avions jamais eu beaucoup, mais jamais nous n'avons manqué de nourriture. Mon père était bûcheron, partait pendant des semaines dans la forêt, et revenait avec du bois qu'il revendait au patron. Il n'était pas bavard, mais son cœur était bon. Ma mère, elle, parlait sans cesse, riait à gorge déployée, chantait en travaillant. Sage-femme accomplie, respectée dans tout le Rouergue, les femmes venaient de loin pour qu'elle les accompagne lors de l'accouchement. Puis je suis tombée enceinte de Joséphine, le fils du propriétaire du magasin. Le monde s'est écroulé autour de moi. Lui, 4 ans de plus que moi, a été rapidement envoyé par ses parents à Toulouse, loin de moi et de la honte que je représentais. Mon père, au début, a voulu me frapper avec la ceinture. Ma mère l'en a empêché. Battre ne changera rien à ce qui est déjà fait, m'a-t-elle dit. Pourtant, malgré tout, il me regardait comme si j'étais devenue quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Une disgrâce, une fille perdue. Ils m'ont expulsée de la maison. Puisque tu as voulu devenir femme avant l'heure, alors assume-le, a dit mon père cette nuit-là, jetant mes affaires à la porte. Je n'oublierai jamais ce moment. C'est tante Péléagie, une ancienne cliente de ma mère, qui m'a offert un refuge. Elle vivait dans une petite maison modeste près du marché et faisait la lessive pour les familles aisées. Reste ici jusqu'à la naissance du bébé. Après, tu décideras de ce que tu feras, me dit-elle. Alors je suis restée, partageant les lessives et les journées avec tante Pélagie, sentant mon ventre s'arrondir au milieu du silence. Je n'ai jamais eu de nouvelles du père de l'enfant. Sa famille évitait même le chemin près de chez tante Pélagie pour ne pas me croiser avec mon ventre arrondi. J'étais devenue une ombre, tous savaient que j'existais, mais faisaient semblant de ne pas me voir. Ces mois furent durs. Je mangeais peu et travaillais sans relâche. Je n'avais ni layette, ni plan, ni avenir. Que deviendrais-je avec un bébé à élever? Comment pourvoir à ses besoins? Où allions-nous vivre? Ces questions m'empêchaient de dormir. Et le bébé, lui, bougeait dans mon ventre comme pour me rappeler, je suis là, que tu le veuilles ou non. Un jour, alors que je lavais le linge à la rivière, j'ai senti les premières contractions. Il restait encore environ 2 mois, d'après les calculs de ma mère avant qu'elle ne me chasse. Mais parfois le corps décide avant l'heure. La douleur est arrivée brusquement, me pliant en deux. Tante Pélagie, à mes côtés, est devenue pâle comme un linge. C'est le bébé, ma fille. Allons à l'hôpital, dit-elle, visiblement inquiète. Ce n'est pas normal, ajouta-t-elle.
Le chemin jusqu'à l'hôpital m'a semblé interminable. Chaque pas envoyait une décharge de douleur dans mon ventre. Nous sommes arrivés en fin d'après-midi, moi presque traîné par tante Pélagie. À la réception, une infirmière a scruté mon visage juvénile et mon ventre arrondi. Son expression jugeante était familière. Malgré tout, elle m'a conduite à l'intérieur. Le docteur arrive, m'a-t-elle dit avant de me laisser seule dans une salle froide. C'est ainsi que j'ai revu le docteur Augustin Bellemare. Mais cette fois, ce n'était plus ma petite cousine avec la cheville tordue qu'il devait examiner. C'était moi seule, fragile, souffrante, idéale pour ce qu'il avait en tête. Quand il est entré, un frisson m'a parcouru, différent de ceux de l'accouchement. Ses yeux ont parcouru mon corps, s'attardant un instant de trop sur mes seins gonflés par la grossesse, puis sont venus sur mon visage sans vraiment me voir. Encore une enfant qui fait des enfants, a-t-il murmuré à l'infirmière comme si je n'existais pas. Pas de père, a-t-il demandé, connaissant déjà la réponse. Quand j'ai secoué la tête, j'ai aperçu une lueur dans ses yeux. Une lueur que je ne comprendrai que bien plus tard, quand il serait trop tard. Laissez-nous seuls, a-t-il dit à l'infirmière. Ce cas nécessite des soins particuliers. Lorsque la porte s'est refermée derrière elle, je me suis retrouvée seule avec lui dans la salle. Au fond de moi, j'ai su que quelque chose de terrible allait se passer. Que pouvais-je faire? Où allais-je fuir? Qui croirait une fille enceinte, sans famille, face à un médecin respecté? À cet instant, la petite Agnelle était déjà piégée, et le loup montrait les dents. Mais avant de poursuivre, il faut revenir au commencement de ma vie. Sinon personne ne comprendra comment une fille pleine de rêves a fini seule dans cette salle, à la merci d'un monstre en blouse blanche. La cruauté que j'ai subie ne naît pas du néant. Elle a grandi lentement, nourrie par le silence d'une ville qui préférait ignorer ce qui se passait dans l'ombre du progrès dont elle était si fière. Je suis née en 1947 dans une maison modeste au bord du Dourdou. Mon père, Sébastien Bouchard, était bûcheron comme beaucoup d'hommes de son époque. Il passait des semaines dans la forêt, coupant des arbres, ramassant du bois qu'il revendait ensuite aux marchands qui remontaient la vallée. Homme de peu de mots, main rugueuse et regard distant, il portait le poids de ce qu'il avait vu dans les entrailles de la forêt, des choses que les citadins n'imaginaient même pas. Quand il revenait à la maison, il apportait toujours un petit morceau de nougat ou une pelote de laine colorée, soigneusement cachée dans la poche de sa chemise usée. Ma mère, Raymond de Moreau, était tout son contraire. Elle n'arrêtait jamais de parler, riait à gorge déployée, et fredonnait en s'affairant. Sage-femme émérite, elle jouissait d'une réputation solide dans toute la région du Rouerre. Des femmes venaient de loin pour mettre leurs enfants entre ses mains. Madame Raymond n'a jamais perdu un bébé, disait-on d'elle. Elle connaissait le corps des femmes mieux que n'importe quel médecin, diplôme accroché au mur ou pas. Elle savait repositionner un enfant mal placé, uniquement avec ses mains expertes. Elle connaissait les tisanes à préparer pour soulager la douleur et les prières qui facilitaient l'accouchement. Notre maison bourdonnait de vie. Des femmes enceintes attendaient leur tour, d'autres tenaient leur nouveau-né, apprenant encore à allaiter. Parfois, des voisines apportaient un poisson frais ou un fruit de saison pour remercier ma mère d'un accouchement réussi. C'était un lieu où la vie commençait chaque jour, où les pleurs des bébés se mêlaient au chant des oiseaux et au murmure de la rivière. C'est avec ma grand-mère Irène que j'ai découvert le pouvoir des plantes. Elle appartenait au peuple occitan, installé sur les bords du Rouerre depuis des siècles. Elle ne vivait pas avec nous. Sa petite cabane, nichée plus loin dans la forêt, accueillait ceux qui avaient besoin de soins et où elle cultivait ses herbes. Étant l'aînée, j'étais destinée à hériter de son savoir. Je passais des journées entières à apprendre à identifier chaque feuille, chaque racine, chaque écorce. Celle-ci servait à faire baisser la fièvre, montrait-elle en me tendant une feuille étroite et longue. Celle-là soulageait les maux de ventre. Celle-ci, au parfum puissant, chassait les mauvais esprits. Et pour certaines, elle baissait la voix, celle-là pouvait empêcher une femme de concevoir, mais mal utilisée, elle devenait dangereuse. J'absorbais chaque leçon comme la terre assoiffée reçoit la pluie. Elle disait que mes mains avaient le don de guérir, tout comme celle de ma mère. À 10 ans, j'ai assisté ma première femme en travail. Ce n'était pas prévu. J'étais là seulement parce que ma mère n'avait pas eu le temps de m'envoyer chez une voisine. La jeune paysanne arriva en hâte, presque en train d'accoucher à notre porte. Elle était effrayée et c'était son premier enfant. Ma mère me demanda de lui tenir la main pendant l'accouchement. Parle-lui, distrais-la de la douleur, me conseilla-t-elle. Et c'est ce que je fis.
Je racontais des histoires, chantais des chansons que je connaissais, laissant sa main presser la mienne jusqu'à ce que mes doigts s'engourdissent sous la force des contractions. Quand le bébé poussa son premier cri, la joie pure et immense dans les yeux de sa mère m'a fait comprendre immédiatement ce que je voulais devenir. Notre maison n'avait aucun confort. Le sol était en terre battue, les murs en pierre, et le toit recouvert d'ardoises. Quand la pluie tombait fort, comme c'était fréquent en avion, l'eau s'infiltrait partout. Il fallait poser seau et casserole pour récupérer les gouttes. Le soir, nous nous éclairions à la lampe à pétrole ou à la chandelle. L'électricité n'existait qu'au centre-ville, et encore seulement jusqu'à 10 heures, quand le générateur s'arrêtait. Nous dormions dans des lits, mangions dans des bols, et allions laver le linge à la rivière. La vie était simple, mais rien ne nous manquait. Il y avait toujours à manger, du poisson frais de la rivière, le pain que ma mère fabriquait elle-même, et des fruits que nous cueillions. À l'école, je ne suis jamais allée au-delà de la 3e. Ce n'était pas parce que je n'aimais pas apprendre. Au contraire, la maîtresse me disait souvent que j'étais la plus vive de la classe. Le problème venait de la distance. L'école se trouvait de l'autre côté de la rivière, et quand les inondations arrivaient, c'était presque impossible de s'y rendre chaque jour. En plus, ma mère avait besoin de moi pour assister aux accouchements qui se multipliaient. Lire et écrire, tu sais déjà, ma fille. Maintenant, il faut apprendre ce que les livres ne peuvent pas enseigner, me répétait-elle quand je me plaignais de manquer l'école. Pourtant, mon désir d'étudier ne s'éteignait pas. Chaque mois, un marchand ambulant traversait Rodez, une charrette remplie de toutes sortes de marchandises, parcourant les routes de l'avion. Monsieur Marcel, propriétaire de la charrette, était un ami de mon père. Il ramenait des produits de Toulouse, de Montpellier, parfois même de plus loin. Quand il sut mon intérêt pour la médecine, il commença à me donner de vieux livres qu'il achetait dans la capitale. « Regarde ce que j'ai trouvé cette fois, Célestine », me disait-il avec fierté, en sortant de son sac quelques ouvrages usés d'anatomie ou des manuels de premiers secours. Ces livres sont vite devenus mes trésors. Je les lisais en cachette, à la lumière de la lampe, quand tout le monde dormait déjà. Les illustrations colorées du corps humain me fascinaient. Comment pouvait-on avoir tant de mécanismes invisibles en nous ? Je mémorisais chaque os, chaque muscle, chaque organe. Je rêvais du jour où je pourrais mettre ce savoir en pratique dans un vrai hôpital, avec des instruments modernes et des médicaments que ma mère et ma grand-mère n'avaient jamais eus. C'est également grâce à cette charrette que j'ai découvert un magazine parlant du futur hôpital à Rodez, un bâtiment grand, moderne, avec des médecins venus de la capitale. J'ai découpé la photo et l'ai collée sur le mur près de mon lit. Chaque soir, avant de m'endormir, je la contemplais, imaginant ma vie là-bas. Je me voyais déjà en blouse blanche, aidant les gens comme ma mère, mais avec de vrais médicaments et des appareils dont je ne connaissais même pas le nom. À 15 ans, tout a changé quand j'ai rencontré Joséphin. Il avait quelques années de plus que moi. Fils de Monsieur Antoine, propriétaire du plus grand magasin de Rodez, il appartenait à une famille aisée qui envoyait ses enfants étudier à Toulouse ou Paris. Son père était parisien, sa mère issue d'une famille traditionnelle de la région. Des gens qui ne se mêlaient pas aux paysans comme nous. Joséphin passait ses vacances à Rodez et un jour m'a aperçu en train de laver le linge à la rivière. Il s'est arrêté et m'a observé longuement. Le lendemain, il est revenu. Et le jour suivant aussi, jusqu'à ce qu'il trouve le courage de venir me parler. Il n'était pas comme les autres garçons du coin. Sa manière de parler, ses vêtements, les livres qu'il lisait, tout cela m'était inconnu. Il me racontait Paris, le cinéma, la musique à la radio. Il apportait toujours un petit présent, un ruban pour les cheveux, un morceau de chocolat, un savon parfumé. Des choses simples, mais pour moi, un véritable luxe. Et moi, je me laissais séduire. Comment aurais-je pu résister ? C'était pour moi une attention que je n'avais jamais reçue de personne. Nos rencontres devaient rester secrètes. Si son père avait su qu'il parlait avec une petite paysanne de la rivière, comme il m'appelait, cela aurait déclenché un scandale. Mes parents non plus n'auraient pas été contents. Ma mère répétait toujours que les bourgeois ne cherchaient qu'à profiter des filles comme nous. Mais à cet âge, les avertissements passent par une oreille et ressortent par l'autre. Nous nous donnions rendez-vous plus loin du bord de la rivière, sous de grands châtaigniers qui offraient une ombre douce. Il venait avec un livre, me lisait de la poésie, m'apprenait des mots que je ne connaissais pas. Un après-midi, après des semaines de ces rencontres innocentes, le temps a brusquement changé, comme souvent en avion. Le ciel s'est assombri et la pluie est tombée à torrents.
Nous avons couru nous abriter dans une petite cabane abandonnée, celle que les bergers utilisaient pour ranger leurs outils. Nous nous sommes retrouvés collés l'un contre l'autre, attendant que l'orage passe. Le bruit de la pluie sur le toit d'ardoise, l'odeur de la terre mouillée, son corps près du mien, tout cela a créé une situation inévitable. Et il s'est passé ce qui arrive quand deux jeunes, seuls, sous l'élan du sang et de la faiblesse du jugement, se laissent aller. Après ce jour-là, nos rencontres ont changé. Il ne s'agissait plus seulement de lecture et de discussion. Il y avait des baisers, des caresses, des promesses murmurées à voix basse. Quand j'aurai fini mes études, je viendrai te chercher, me disait-il. Nous irons vivre à Toulouse. Tu étudieras les soins infirmiers, comme tu l'as toujours voulu. Je le croyais parce que je voulais y croire. Parce que c'était doux de rêver d'une vie différente, loin d'ici, où je pourrais être plus que la fille de la sage-femme. À cette époque, nous ignorions presque tout sur les moyens d'éviter une grossesse. Ou plutôt, je connaissais quelques herbes que ma grand-mère m'avait enseignées, mais je pensais que c'était pour les femmes mariées, pas pour une fille comme moi. Et puis, dans la chaleur du moment, qui pense à ce genre de choses? Je croyais que rien ne m'arriverait, que ce genre de malheur touchait toujours les autres, pas moi. Quand mes règles ont pris du retard, je n'y ai pas prêté attention. C'était normal, me disais-je. Parfois, elles sont en retard. Un mois passa, et l'inquiétude s'installa. Au 2e mois, mes seins commencèrent à me faire mal, mon ventre a légèrement gonflé. Il n'y avait plus moyen de nier. J'étais enceinte à 16 ans, seule, sans avenir. Lors d'un de nos rendez-vous, je le lui ai dit. Je pensais qu'il serait heureux, qu'il tiendrait les promesses qu'il avait faites. Quelle erreur! Son visage changea immédiatement. Il pâlit, rougit, puis blêmit à nouveau. Il murmura qu'il devait réfléchir, qu'il avait besoin de temps. Au rendez-vous suivant, il revint avec son discours préparé. Mon père va m'envoyer à Toulouse, je vais finir mes études là-bas. Quand j'aurai mon diplôme, je viendrai te chercher, toi et le bébé. 2 semaines plus tard, j'appris que Joséphin était parti. Pas pour étudier, comme il l'avait dit, mais parce que ses parents avaient découvert notre relation et ma grossesse. Il avait été envoyé chez un oncle à Paris, loin de moi et de la honte que je représentais. Il laissa une lettre que la bonne me remit en cachette. Pardon? Un simple mot, un bout de papier, et il pensait que tout était arrangé. Je n'avais d'autre choix que de le révéler à mes parents. Ma mère, qui avait déjà remarqué les changements de mon corps, secoua simplement la tête. « Je t'avais prévenu », murmura-t-elle. Mon père réagit comme beaucoup d'hommes de son temps. D'abord, il voulut savoir qui était ce misérable qui avait déshonoré sa fille. Quand il apprit que c'était le fils de Monsieur Antoine, il éclata d'un rire sec. « Tu pensais devenir une dame? Qu'il allait épouser une paysanne ?» lança-t-il. Selon lui, leur famille ne se mêlait pas à notre monde. Le lendemain, il revint à la maison, la ceinture à la main. Il allait me frapper comme il l'avait fait quand j'étais enfant et désobéissante. Ma mère s'interposa. « Battre ne changera rien à ce qui est fait, » dit-elle d'un ton ferme. Ce qui était fait, était fait. Pourtant, même sans coup, leur regard me lacérait de l'intérieur. C'était comme si j'avais cessé d'être leur fille, comme si j'étais devenue une honte vivante. Mon père ne put le supporter. Une semaine plus tard, il me convoqua dans un coin de la maison. « Ça ne peut plus durer, Célestine Point et la commerçante à la rivière parlent déjà de toi. Les gens de l'église regardent ta mère de travers. Je ne peux plus te garder ici. » Il lança un baluchon contenant mes maigres affaires en ma direction. « Puisque tu as voulu être femme avant l'heure, alors va l'être. » Cette nuit-là, je pleurais sous un châtaignier près du marché. Je n'avais nulle part où aller. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais personne. J'avais pensé à chercher ma grand-mère Irène, mais elle habitait trop loin, et je ne savais pas si j'aurais la force de marcher dans l'état où j'étais. C'est alors que tante Pélagie me trouva. Ancienne cliente de ma mère et marraine de baptême, elle ramassait de l'eau à la rivière et m'aperçut recroquevillée, tremblante de froid et de peur. « Qu'est-ce qui s'est passé, Célestine ?» demanda-t-elle en se baissant pour être à ma hauteur. Je lui racontai tout entre deux sanglots. Elle écouta, silencieuse, son visage marqué par les années se durcissant de colère. « Viens avec moi, » dit-elle enfin, m'aidant à me relever. « Il y a de la place chez moi. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est mieux que la rue. » Tante Pélagie habitait une petite maison modeste près du marché, d'où l'on voyait les charrettes aller et venir. Elle était blanchisseuse et passait ses journées à frotter le linge des familles riches dans le bassin de sa cour, étendant les draps qui flottaient au vent comme des voiles.
Reste ici jusqu'à ce que le bébé naisse, me dit-elle en me montrant un coin du salon où un matelas fin avait été posé. Après, tu décideras de ton avenir. Ainsi, je restais à laver le linge avec elle, regardant mon ventre grandir jour après jour. Je gagnais quelques pièces quand les clientes donnaient un pourboire, mais c'était toujours très peu. Je mangeais ce que je pouvais, dormais mal et travaillais sans relâche. Mes rêves de devenir infirmière, de travailler dans un hôpital, semblaient maintenant n'être que des illusions d'enfant, aussi lointaines que les étoiles que je contemplais depuis ma fenêtre la nuit. Dans la ville, on me regardait comme si j'étais contagieuse. Les mères tiraient leurs filles sur le côté quand je passais, comme si ma grossesse hors mariage pouvait se transmettre rien qu'en me croisant. La famille de Joséphin prenait même un autre chemin pour éviter de passer près de chez tante Pélagie et de me voir avec mon ventre qui grossissait. C'était comme si j'étais devenue un fantôme. Tout le monde savait que j'existais, mais chacun faisait semblant de ne pas me voir. Vous n'imaginez pas à quel point il est important pour une vieille comme moi de pouvoir raconter ces histoires. Le poids que j'ai porté si longtemps s'allège un peu chaque fois que quelqu'un écoute. Chaque fois, je sens que je ne suis plus seule avec ces souvenirs. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Sagesse de Mamie, cliquez sur le bouton juste en bas. Vous voyez ce bouton rouge qui dit abonnez-vous ? C'est gratuit et c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à partager les histoires vraies de mamies françaises ayant traversé les épreuves les plus dures et survécu pour en parler. Il y a tant d'histoires qui doivent être entendues, tant de voix qui ont été réduites au silence trop longtemps. Les mois défilaient, mon ventre grossissait, et les questions tournaient sans cesse dans ma tête. Que deviendrais-je avec un enfant dans les bras ? Comment pourrais-je subvenir à ses besoins ? Où allais-je vivre ? Et le pire, comment offrir un avenir digne à ce bébé qui n'avait rien demandé, mais qui était là quand même ? Ces pensées m'empêchaient de dormir tandis que le bébé bougeait en moi, comme s'il attendait des réponses que je n'avais pas à donner. Un matin d'octobre, au 7e mois, je lavais le linge à la rivière comme d'habitude. Le soleil tapait déjà fort. Je me suis penchée pour rincer un drap quand une douleur m'a déchiré l'intérieur si violemment que j'ai laissé tomber le linge dans le courant. Je me suis pliée en deux, tenant mon ventre, sentant un liquide chaud couler le long de mes jambes. Tante Pélagie, à mes côtés, est devenue blanche comme du papier. C'est le bébé, ma fille. Allons à l'hôpital. Ce n'est pas normal. Le chemin jusqu'à l'hôpital m'a paru interminable. Chaque pas était un coup de poignard dans mon ventre. Quelques femmes détournaient le regard dans la rue, d'autres chuchotaient. Un berger qui connaissait mon père a eu la décence de nous faire monter dans sa charrette. Je suis arrivée à l'hôpital municipal, presque évanouie de douleur, appuyée sur tante Pélagie. Ma robe collait à mes jambes, trempée. C'est dans cet instant d'extrême vulnérabilité, sans famille, sans argent, sans personne pour me protéger, que j'ai franchi les portes que j'avais longtemps rêvé de passer comme infirmière, mais pas de cette manière. Je suis entrée comme une jeune fille perdue, livrée au destin et aux mains d'un homme dont je ne savais pas encore la cruauté. Et lui, le docteur Augustin Bellemare, attendait là, tel un prédateur flairant sa proie à des kilomètres, prêt à fondre. Lorsque je suis entrée dans cette salle d'examen, il se lavait les mains avec ce savon parfumé que seuls les médecins emploient. À peine m'a-t-il regardé alors que je gémissais de douleur, appuyé sur l'infirmière. D'une voix douce, presque lasse, il a murmuré « Encore une enfant qui met au monde un bébé ». Je suis restée étendue sur cette table dure, la blouse collant à mon corps moite, tordue par les contractions qui s'enchaînaient sans pause. Il feuilletait un dossier, prenant des notes, sans même me demander mon nom. Âge, a-t-il lancé d'un ton sec. 16 ans, ai-je murmuré entre mes dents, mordant mes lèvres pour ne pas crier. Il a jeté un regard à l'infirmière comme si je n'avais rien dit. Encore une qui n'a pas su se protéger, a-t-il commenté. Où est le père de l'enfant ? A-t-il ajouté, déjà certain de la réponse. Quand j'ai secoué la tête, j'ai vu son regard changer. Une ombre est passée dans ses yeux, une lueur inquiétante qui n'était pas là avant. J'ai reconnu ce regard par la suite, le regard du prédateur devant une proie sans défense. Puis, s'adressant à l'infirmière Marthe, qui m'avait aidé à grimper sur la table, « Je peux m'occuper d'elle maintenant ? Ce cas demande des soins particuliers. » Elle a hésité, m'a observé, a ouvert la bouche pour parler mais l'a refermée. Elle a fini par hocher la tête et sortir, en fermant la porte derrière elle. Le claquement de la porte résonnait comme une condamnation. C'est là que mon cauchemar a commencé. Dès que nous sommes restés seuls, il a changé. Ce n'était plus le médecin distant. Ses yeux ne quittaient plus mon corps. « Voyons voir comment va ce bébé », a-t-il dit. Mais au lieu de prendre le stéthoscope, ses mains se sont posées directement sur mon ventre,
puis ont remonté vers ma poitrine, touchant là où il ne fallait pas. Pour un examen complet, il faut que vous vous détendiez, a-t-il ajouté, sortant une seringue. Ça aidera pour la douleur. Avant que je puisse réagir, il a enfoncé l'aiguille dans mon bras. Le liquide a brûlé, et presque immédiatement, je suis devenue étourdie. La pièce a commencé à tourner, les couleurs à se mélanger. Mon corps est devenu si lourd que je ne pouvais plus bouger un doigt. Mais le pire, c'est que je ne me suis pas évanouie. J'étais consciente, éveillée, totalement paralysée. Je voyais tout, j'entendais tout, je ressentais tout, mais je ne pouvais ni crier, ni me défendre. Alors il a montré sa vraie nature. Il a couvert la petite fenêtre de la porte avec un tissu, revenant vers moi avec un sourire que je n'oublierai jamais. Nous allons avoir un petit moment rien qu'à nous, murmura-t-il, comme s'il parlait à une petite amie et non à une patiente en travail. Tu es si belle, différente de ces paysannes ordinaires. Tu aurais dû être plus prudente, petite. Regarde où tu en es. Pendant qu'il parlait, il retirait ses gants puis sa blouse blanche, éloignant les instruments médicaux comme si je n'en avais plus besoin. Je ne raconterai pas tous les détails de ce qu'il m'a fait dans cette salle. Il y a des choses qu'une femme porte seule, qui brûlent encore dans la mémoire comme des braises, même des années après. Mais je peux dire qu'il a utilisé mon corps à sa guise, profitant de ma paralysie due aux médicaments, sans défense, incapable de réagir. Personne ne te croira, a-t-il murmuré à mon oreille en m'abusant. Qui écoutera une petite paysanne enceinte sans mari? Je suis le seul médecin diplômé ici, ma parole contre la tienne. Qui crois-tu qui gagnera? Il continuait à parler de mon corps comme si c'était un morceau de viande sur l'étal. Si jeune, si ferme encore. Les autres sont déjà usés. Mais lui, il parlait, pendant que moi, prisonnière de mon propre corps, je n'avais d'autre choix que de pleurer en silence, même les larmes ne pouvaient pas sortir. Le pire, c'est que le travail ne s'arrêtait pas. Au milieu de cette horreur, les contractions continuaient, mon corps essayant d'expulser le bébé tandis que ce monstre profitait de ma faiblesse. La douleur physique se mêlait à l'humiliation, au dégoût, au désespoir. À un moment, j'ai senti le bébé pousser, forcer le passage. Même drogué, mon corps répondait à l'appel de la nature. C'est alors qu'il s'est arrêté, a remis sa blouse et ses gants, redevenant le docteur comme si rien ne s'était passé. Il avait appuyé sur un bouton, basculant d'un extrême à l'autre. « Amenons cet enfant au monde », a-t-il dit d'un ton strictement professionnel. Juste à ce moment, on a frappé à la porte. Il a retiré le tissu de la petite fenêtre, remis ses cheveux en ordre et a dit d'entrer. C'était l'infirmière Marthe, de retour, inquiète de mon retard. « Tout va bien ici ?» a-t-elle demandé, me scrutant avec un regard que je n'ai pas su interpréter. « La patiente a eu quelques complications », a-t-il répondu rapidement. « J'ai dû la sédater. Le bébé arrive maintenant, j'ai besoin de votre aide. » Elle s'est approchée, a pris ma main faible dans la sienne. Je crois qu'elle a deviné quelque chose dans mon regard, le seul endroit où il me restait un peu de contrôle. Mais elle n'a rien dit. Elle a simplement serré ma main doucement, comme pour me dire « Je suis là ». Le reste de l'accouchement est flou. La drogue me faisait basculer dans un état entre conscience et absence totale. Je me souviens de la douleur, intense, des gestes de Marthe nettoyant mon visage, du cri lointain d'un bébé, puis de l'obscurité complète. Je me suis réveillée plus tard, je ne saurais dire combien de temps après. Des heures? Une journée entière? J'étais dans un autre lit, dans une infirmerie avec d'autres femmes. Tout mon corps me faisait mal, mais ce n'était pas la douleur habituelle du postpartum dont ma mère m'avait parlé. C'était une douleur différente, dans des endroits qui ne devraient pas faire aussi mal. Quand j'ai tenté de bouger, un cri de douleur est sorti de ma bouche, brûlant entre les jambes. L'infirmière Marthe est alors apparue à mes côtés. « Calme-toi, petite, reste tranquille, tu as perdu beaucoup de sang », a-t-elle dit, en arrangeant les draps et en vérifiant la perfusion dans mon bras. Même encore embrumée par la drogue, j'ai remarqué qu'elle évitait de me regarder dans les yeux. « Mon bébé ?» ai-je murmuré, la bouche sèche comme de la paille. « Où est mon bébé ?» Elle a hésité, jetant un regard autour comme si elle voulait s'assurer que personne n'écoutait. Ma fille est née avant terme. Elle était placée dans une couveuse. Une fille. Le mot résonnait dans ma poitrine comme un serment mêlé de joie et de désespoir. Je tenais maintenant une petite fille que je n'avais même pas encore vue. « Je veux la voir », ai-je murmuré en essayant de me redresser sur le lit. La douleur m'a immédiatement fait retomber. « Pas maintenant »,
a dit Marthe en me remettant doucement en place. Peut-être plus tard. Elle a trempé un linge dans la bassine et a commencé à essuyer mon visage. C'est là que j'ai remarqué les ecchymoses sur mes bras, des marques violettes laissées par des doigts, inconcevables après un accouchement normal. Quand elle a soulevé le drap pour changer la laise, j'ai vu d'autres traces sur mes cuisses, et du sang, beaucoup de sang, plus que ce qui aurait dû être. Marthe aperçut mon regard effaré et a rapidement abaissé le drap. « Il faut te nettoyer », a-t-elle murmuré presque à voix basse. Le docteur avait parlé de complications. Le mot avait un goût de poison lorsqu'il sortait de sa bouche. Ses yeux ont finalement croisé les miens, et j'ai reconnu immédiatement une chose, de la pitié. De la pitié mêlée à un silence qui semblait vouloir demander pardon. Alors qu'elle passait le linge tiède sur mes blessures, quelque chose en moi s'est brisé définitivement. Les souvenirs fragmentés par la drogue refaisaient surface. Tout ce qu'il avait fait, ce qu'il avait dit, la façon dont il m'avait utilisé alors que je ne pouvais réagir. Les larmes ont commencé à couler doucement, puis en sanglots qui secouaient mon corps entier. J'ai essayé de parler, mais les mots restaient coincés. Marthe s'est contentée de serrer ma main, a jeté un regard autour d'elle et a murmuré « Je sais, petite, je sais. Mais ne dis rien, il est trop puissant. » Elle a continué de me nettoyer, effaçant le sang qui ne devrait pas être là, effaçant les traces de cette horreur. J'ai passé 3 jours dans ce lit, entre cauchemars et bribes de conscience. À chaque réveil, je demandais ma fille. Les réponses étaient toujours évasives. Elle est en couveuse, elle reçoit des soins spécialisés. Tu ne peux pas la voir pour l'instant. Le 3e jour, j'ai réussi à me lever péniblement pour aller aux toilettes. Face au miroir, je ne reconnaissais presque plus celle qui me regardait. Yeux creux, visage gonflé par tant de larmes, marques violettes sur le cou que les autres patientes feignaient d'ignorer. De retour au lit, j'ai pris une décision. Je devais raconter ce qui s'était passé. Même si personne ne me croyait, même si c'était vain, je ne pouvais plus garder cela pour moi. J'ai appelé l'infirmière en chef, Madame Mathilde, une femme stricte qui dirigeait l'infirmerie d'une main de fer. Elle est arrivée, impatiente, demandant ce que je voulais. Le docteur Augustin. Ai-je commencé d'une voix tremblante. Il m'a fait des choses qu'un médecin ne devrait jamais faire. La honte me brûlait le visage, mais j'ai continué à détailler tout ce dont je me souvenais malgré le brouillard de la drogue. Madame Mathilde a écouté, le visage fermé. Quand j'ai fini, espérant un signe de compassion ou d'indignation, elle a simplement ajusté son badge sur sa blouse. « Petite », a-t-elle dit d'un ton glacial. « Je ne sais pas quelle histoire tu inventes, mais le docteur Augustin est le meilleur médecin de cette ville. Il a sauvé ta vie et celle de ton bébé. Tu le remercies en inventant des calomnies ?» Elle s'est penchée, le doigt pointé vers mon visage. C'est le comportement d'une fille hystérique, ou pire, d'une jeune femme qui cherche attention ou argent. Je ne tolérerai pas ça ici. Je suis restée muette, choquée, comme frappée par une gifle. Elle a continué, j'en ai vu d'autres comme toi. Elle tombe enceinte sans responsabilité, puis accuse les autres. Un mot de plus et je fais un rapport pour trouble et diffamation. Compris ? Elle est sortie, le dos raide comme une planche, me laissant seule avec l'amertume du rejet initial. Mais je n'ai pas abandonné. Le lendemain, quand l'infirmière est venue changer mes draps, j'ai demandé si je pouvais voir le directeur de l'hôpital. C'est important, ai-je insisté. Elle a haussé les épaules, me disant qu'elle allait essayer de se renseigner. Des heures plus tard, un homme d'âge moyen, portant ses lunettes sur le bout du nez, est entré dans la chambre. Il s'est présenté, Dr Pierre, directeur administratif. Il a demandé que tout le monde sorte pour que nous puissions discuter en privé. J'ai raconté mon histoire, la voix tremblante, les mots parfois coincés dans ma gorge. Il écoutait en silence, prenant des notes dans un petit carnet. Quand j'ai fini, respirant profondément pour contenir mes larmes, il a retiré ses lunettes et frotté ses yeux, semblant exténué. « Écoute, Célestine », a-t-il dit, prononçant mon nom avec un ton qui sonnait comme un adulte s'adressant à un enfant obstiné. Le docteur Augustin est mon ami personnel. Nous avons étudié ensemble à Paris. Je connais son tempérament. Ce que tu racontes est tout simplement impossible, a-t-il affirmé en secouant la tête et en rangeant son carnet. Tu es jeune, tu as eu un accouchement difficile, compliqué ? Peut-être confondu les choses ? L'anesthésie peut provoquer des hallucinations, tu sais. Ce n'était pas une hallucination, ai-je rétorqué, ma colère commençant à chasser la peur. Regarde les hématomes, vois comme je suis blessée.
Ce n'est pas normal dans un accouchement, vous le savez bien. Il a soupiré, comme si j'étais perdu d'avance. Célestine, tu es arrivée ici en travail prématuré, avec des saignements et une prééclampsie. Il est normal d'avoir des hématomes après des procédures d'urgence. Le docteur Augustin a sauvé ta vie. Il s'est levé, mettant fin à la conversation. Mon conseil, remercie d'être en vie et que ta fille reçoive les meilleurs soins, et arrête tes accusations avant que quelqu'un ne prenne des mesures légales. Cette nuit-là, après l'extinction des lumières et alors que les autres patientes dormaient, j'ai pleuré en silence jusqu'à n'avoir plus de larmes. Personne ne me croyait, personne n'écoutait. C'était comme si j'étais invisible, comme si ma souffrance n'avait aucune importance. Dans l'obscurité de la chambre, j'ai compris pour la première fois le pouvoir de gens comme le docteur Augustin. Ce n'était pas seulement le pouvoir médical, c'était celui de faire taire, de faire disparaître la vérité. Le 5e jour, une femme inconnue est entrée. Elle portait des vêtements civils et tenait un dossier rempli de papiers. Elle s'est présentée, Véronique, assistante sociale de l'hôpital. Elle s'est assise sur le bord de mon lit et a parlé sur un ton mêlant fausse compassion et autorité. « Célestine, je dois te parler de ta fille. » Elle a ouvert le dossier et commencé, elle est née très prématurée, à seulement 7 mois. Elle aura besoin de soins intensifs pendant longtemps. Couveuse, médicaments, surveillance constante. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. As-tu les moyens de lui offrir cela? La question m'a prise au dépourvu. Évidemment que non. J'avais 16 ans, sans maison, sans argent, sans famille. Mais c'était ma fille. Je vais me débrouiller, ai-je répondu, ma voix plus assurée que ce que je ressentais à l'intérieur. Je peux travailler, demander de l'aide? Elle a secoué la tête, un sourire condescendant sur les lèvres. Célestine, soyons réalistes. Les filles comme toi n'ont pas les moyens d'élever un enfant. Tu n'as ni cadre, ni maturité. L'enfant a besoin d'une vraie famille, avec père, mère, maison, nourriture sur la table. Elle a sorti quelques papiers du dossier. C'est pourquoi nous te suggérons de signer ces documents d'adoption. Adoption? Ai-je répété, le mot étrange dans ma bouche. Donner ma fille à quelqu'un d'autre. Mon cœur s'est serré rien qu'à y penser. C'était tout ce qui me restait, la seule personne vraiment à moi, de mon sang. Non, ai-je dit en secouant la tête avec force. Je ne donnerai pas ma fille. Le sourire de Véronique a disparu. Ce n'est pas vraiment un choix, Célestine. C'est ce qui est le mieux pour l'enfant. Nous avons déjà une famille prête, des gens fortunés qui peuvent t'offrir tout ce que tu ne pourras jamais donner. Elle a posé les papiers devant moi. Nous avons juste besoin de ta signature, a-t-elle dit. Et si je refuse, ai-je demandé, un fil de défi dans la voix. Elle a claqué le dossier. Eh bien, dans ce cas, nous serions obligés d'informer le tribunal que tu manifestes un comportement instable, hystérique, susceptible de mettre en danger toi-même et l'enfant. Le ton était maintenant ouvertement menaçant. Compte tenu des rapports médicaux sur ton état émotionnel après l'accouchement, il ne serait pas difficile d'obtenir un ordre d'internement psychiatrique. Et alors, l'adoption se ferait de toute façon, mais tu passerais plusieurs mois dans un établissement peu agréable. Elle a affiché de nouveau ce sourire faux. C'est ça que tu veux? La peur m'a glacé le sang. Internement psychiatrique. À cette époque, dans les années 60, ces lieux étaient de véritables cachots où l'on entrait et d'où l'on ne sortait parfois jamais. J'avais entendu des histoires de jeunes filles envoyées là-bas pour bien moins que d'accuser un médecin respecté d'abus. J'ai regardé les papiers, le stylo qu'elle me tendait, et j'ai compris le piège parfait dans lequel j'étais tombée. Puis-je au moins voir ma fille avant? Ai-je murmuré presque sans voix. Puis-je la tenir une fois, juste une fois, avant de signer? Je suis désolée, a-t-elle répondu, sans montrer la moindre émotion. Elle est en isolement. Le contact pourrait provoquer des infections, des complications. C'est mieux ainsi, crois-moi, moins douloureux pour vous deux. Les mains tremblantes, le cœur déchiré, j'ai signé. Chaque lettre de mon nom sur ce papier semblait me couper un morceau de moi-même. Quand j'ai terminé, elle a tout ramassé rapidement, comme si elle craignait que je change d'avis. Tu as fait ce qu'il fallait, a-t-elle dit en se levant déjà. Ta fille aura une vie bien meilleure que ce que tu aurais pu lui offrir. Quand elle est partie, je me suis recroquevillée dans le lit, serrant mes genoux contre moi, me balançant d'avant en arrière comme un enfant effrayé. Je n'avais plus rien, ni dignité, ni bébé, ni avenir. J'avais été violée, réduite au silence, et maintenant dépouillée. Tout cela, dans les murs blancs d'un hôpital,
avec la bénédiction de la société, au nom du soi-disant meilleur intérêt de l'enfant. Ce même après-midi, on m'a annoncé que je sortirais le lendemain. Apparemment, j'étais guérie, maintenant que je ne représentais plus de problème. J'ai passé la nuit éveillée, réfléchissant à ce que j'allais faire, où j'allais aller. Rien n'avait de sens. Le monde s'était retourné. Pourquoi personne ne voyait le monstre derrière la blouse blanche? Pourquoi personne ne s'en apercevait? Le matin suivant, je me suis habillée avec les mêmes vêtements avec lesquels j'étais arrivée, encore tachés de sang de l'accouchement. On ne m'avait rien donné de propre. L'infirmière Marthe m'a aidée à me lever. Elle m'a donné un thé et un morceau de pain. Du courage, petite, a-t-elle dit simplement avant de disparaître en courant répondre à un autre appel. Je rassemblais mon courage pour quitter cet endroit quand quelque chose, curiosité ou instinct maternel, m'a poussé à tenter une dernière fois. Je suis sortie en boitant dans le couloir, cherchant l'aile des nouveau-nés. Je voulais voir ma fille, ne serait-ce qu'à travers la vitre d'une couveuse. Je voulais apercevoir son visage, savoir si elle avait mes yeux ou ceux de Joséphine. Je voulais garder cette image pour toujours. J'ai trouvé la salle des couveuses, mais l'on m'a dit que ma fille n'y était pas. Elle a déjà été transférée pour un traitement spécial, a murmuré l'infirmière, sans me regarder. J'allais insister quand des voix ont résonné dans le couloir. Je me suis cachée derrière une porte et j'ai vu le docteur Augustin, tout sourire, accompagnant un couple élégant que je ne connaissais pas. La femme tenait un paquet dans ses bras, un nouveau-né emmailloté dans une couverture rose, du genre que seuls les riches pouvaient s'offrir. « Elle est parfaite », disait la femme, admirant le bébé. « Je ne sais pas comment vous remercier, docteur. » « Ce fut un plaisir d'aider, » répondit le docteur Augustin, posant la main sur l'épaule de l'homme. « Vous méritiez ce bonheur après tant d'essais, et elle méritait une famille comme la vôtre. » Même de loin, sans voir le visage du bébé, j'ai su. C'était elle, ma fille. Elle n'était dans aucune couveuse. Elle n'avait besoin d'aucun traitement spécial. Elle était en parfaite santé, rose et vigoureuse, dans les bras de cette femme riche qui allait désormais être sa mère. Et l'homme qui avait violé ma vie, qui m'avait détruite, était là, célébré comme un saint pour avoir facilité cette adoption. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment. Ce n'était pas seulement un cœur de mère brisé. C'était plus profond, plus primal. Le dernier lien avec l'enfant innocente que j'avais été semblait coupé à jamais. À sa place est née une femme froide, déterminée, calculatrice. Une femme avec un seul objectif, faire justice. Peu importait le temps, peu importaient les obstacles. Un jour, cet homme paierait pour ses crimes, et je serais là pour voir. Je suis sortie de l'hôpital en titubant, l'âme en miettes, mais avec quelque chose qui brûlait en moi, une flamme que je n'avais jamais connue. Ce n'était plus de la douleur ni de la peur. C'était une détermination glaciale, calculée, un feu que les larmes ne pouvaient éteindre. Je suis allée directement au Dourdou, cette grande rivière qui avait toujours été le témoin de ma vie. Je me suis assise au bord, regardant l'eau couler, forte et constante. Et j'ai fait un serment, chuchotant au flot. Je reviendrai, je renaîtrai des cendres et je reviendrai. Et ce jour-là, docteur Augustin Bellemare, vous me reconnaîtrez trop tard. Tante Pélagie, bonne âme qu'elle était, m'a accueillie sans poser de questions quand je suis réapparue sans ventre et sans bébé. Dans ses yeux brillait une compréhension triste. Elle savait ce qui arrivait aux filles comme moi. Je suis restée quelques semaines de plus, récupérant mes forces, planifiant. Je devais quitter Rodez. Chaque rue, chaque coin, chaque fragment de cette ville m'étouffait désormais avec des souvenirs insupportables. Je vais à Milan, ai-je dit à tante Pélagie, en l'aidant à essorer les vêtements dans la cour. J'ai une cousine là-bas. Peut-être qu'elle pourra m'aider à trouver du travail, ai-je dit. C'était un mensonge. Je n'avais aucune cousine. Mais j'avais entendu dire qu'à Millau, il existait un petit hôpital où je pourrais apprendre, observer, me préparer. Un matin de décembre 1963, je suis partie de Rodez, un petit baluchon sur le dos. Les pièces que tante Pélagie m'avait confiées étaient cachées dans une petite bourse cousue à l'ourlet de ma jupe. « Va avec Dieu, petite », m'a-t-elle dit en me serrant fort sur le bord de la route. « Qu'il te protège mieux qu'il ne l'a fait jusqu'ici. » Millau était plus petite, plus paisible. Le voyage en car a duré près de 2 jours, parcourant des routes qui serpentaient l'Aveyron comme des veines dans un corps immense. Je suis arrivée épuisée, affamée, ne connaissant personne. Je me suis assise sur une place près du marché, sans savoir où aller. Une femme d'une 50aine d'années s'est arrêtée devant moi. « Tu es perdue, petite ?» a-t-elle demandé avec un fort accent aveyronnais.
C'était Madame Germaine, infirmière retraitée, habituée à aider les jeunes filles arrivant seules en ville. Elle pouvait deviner ce que l'on fuyait: mari violent, père abusif, grossesse non désirée. J'ai raconté une histoire à moitié vraie, sans mentionner l'hôpital, le docteur Augustin ou le bébé. J'ai juste dit que j'avais besoin de travail et d'un endroit où rester. J'ai besoin de quelqu'un pour aider à la maison, m'a-t-elle dit après m'avoir observé quelques instants. Rien de compliqué, laver, repasser, cuisiner un peu. Tu pourras loger dans la petite chambre du fond. Le salaire est modeste, mais suffisant pour vivre. Ainsi a commencé ma nouvelle vie. La petite chambre du fond de la maison de Madame Germaine est devenue mon foyer pour les 4 années suivantes. Je travaillais dur pendant la journée, m'occupant de la maison pendant qu'elle se rendait au dispensaire où elle assurait encore quelques gardes. Le soir, une fois mes tâches terminées, je m'asseyais à la table de la cuisine avec ces vieux livres de soins infirmiers qu'elle me laissait utiliser. « Tu as du talent pour ça », a commenté Germaine un soir, me voyant étudier tard. Main ferme, bon œil, apprends vite. Elle ne posait pas de questions sur mon passé, mais je sentais qu'elle comprenait qu'il y avait quelque chose de plus dans ma détermination, presque obsessionnelle, à apprendre. Si tu veux, tu peux m'accompagner au dispensaire et voir le vrai travail, m'a-t-elle proposé. Ce fut ma première ouverture. J'ai commencé à suivre Germaine lors de ses visites à domicile, portant la trousse, observant comment elle soignait les malades, faisait les pansements et donnait les injections. Puis, j'ai commencé à aller au dispensaire où l'on me laissait aider pour de petites tâches, organiser les dossiers, stériliser les instruments, préparer les patients pour la consultation. Chaque centime que je gagnais, je l'économisais. D'abord dans une petite boîte sous le lit, puis, quand j'avais un peu plus, dans un livret d'épargne à la banque. Je vivais avec le strict minimum. Je n'achetais pas de vêtements, n'allais pas aux fêtes, ne dépensais rien d'inutile. J'avais un plan, et chaque franc me rapprochait de mon objectif. La 2e année à Millau, je me suis inscrite à un cours par correspondance en techniques infirmières. Un fascicule arrivait chaque mois. Je l'étudiais seule, faisais les exercices et les renvoyais par courrier. C'était difficile. Beaucoup de choses m'échappaient, mais Madame Germaine m'aidait dès qu'elle le pouvait. J'étudiais jusqu'au petit matin, les yeux brûlants de fatigue, mais je n'abandonnais pas. Chaque page que je tournais était un nouvel échelon de l'escalier que je construisais pour revenir là où tout avait commencé. C'est aussi à cette époque que j'ai commencé à changer mon apparence. J'ai laissé pousser mes cheveux et appris à les coiffer différemment. J'ai modifié ma façon de parler, tentant de perdre mon fort accent paysan, imitant la manière plus formelle des infirmières du dispensaire. Même ma démarche a changé. Je n'étais plus la petite fille tête basse d'avant. Je marchais maintenant la tête haute, avec un but. Après 4 années à Millau, une lettre est arrivée, qui allait bouleverser mes plans. C'était une annonce pour un cours de spécialisation en soins obstétriques à Toulouse, sur 2 ans. C'était exactement ce dont j'avais besoin pour mon plan. Mais c'était cher, bien au-delà de ce que j'avais réussi à économiser. J'ai montré la lettre à Madame Germaine, découragée. « Vas-y », m'a-t-elle dit, me surprenant. « J'ai de l'argent de côté que je peux te prêter. Tu me rembourseras quand tu pourras. » Quand j'ai commencé à la remercier, elle a levé la main. « Ne fais pas ça pour moi. Fais-le pour toutes les femmes qui auront besoin de toi un jour. Quel que soit le motif qui te pousse à étudier avec tant d'acharnement, ça doit être important. » En 1968, à 21 ans, j'ai déménagé à Toulouse, la détermination intacte. La grande ville était un monde à part, immense, bruyant, grouillant de vie. J'ai loué une chambre dans une pension proche de l'école d'infirmière. J'ai trouvé du travail dans un petit hôpital pour payer mes dépenses et suivre le cours. Les journées étaient harassantes. Cours le matin, travail l'après-midi et début de soirée, études jusqu'au petit matin. Mais chaque nouvelle technique apprise, chaque procédure maîtrisée me rapprochait de mon objectif. C'est à Toulouse que j'ai rencontré Charles. Il était chauffeur d'ambulance dans l'hôpital où je travaillais. Un homme calme, peu loquace, une 15aine d'années de plus que moi. Nous avons commencé à parler pendant les pauses. Puis il a commencé à m'attendre pour aller ensemble à l'arrêt de bus. Un jour, il m'a invité à prendre un café. Je n'avais jamais envisagé de m'impliquer avec un homme. Depuis ce qui s'était passé à l'hôpital de Rodez, toute proximité avec un homme me faisait frissonner. Mais Charles était différent. Respectueux, patient, jamais insistant. Après quelques mois, nous sommes devenus proches. Il savait qu'il y avait des blessures dans mon passé, mais n'a jamais cherché à me les faire raconter.
Quand tu seras prête, si tu veux parler, je serai là, disait-il simplement. La 3e année à Toulouse, Charles m'a demandé en mariage. Je suis restée paralysée, incapable de répondre. Je l'aimais bien, peut-être même à ma manière, mais le mariage n'était pas prévu dans mes plans. Cela signifiait s'ancrer quelque part, alors que tout ce que je voulais, c'était retourner à Rodez avec un seul but. Il faut que je réfléchisse, ai-je dit. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée à contempler le plafond de ma petite chambre, pesant le pour et le contre. C'est alors que j'ai réalisé qu'un mariage pouvait servir mon plan. Comme femme mariée, avec un autre nom de famille, il serait encore plus difficile pour le docteur Augustin de me reconnaître. Et puis, Charles était un bon homme. Il ne méritait pas d'être utilisé ainsi, mais ma soif de justice surpassait toute autre considération. Nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie simple à la mairie. Charles voulait une fête, inviter la famille, faire les choses en grand. Je l'ai convaincu qu'il valait mieux garder l'argent pour acheter une maison plus tard. Il pensait que j'étais pratique, économe. Il ignorait que chaque décision que je prenais n'avait qu'un seul but, revenir à Rodez et obtenir justice. La vie de mariée n'était pas mauvaise. Charles était gentil, travailleur, jamais violent. Petit à petit, j'ai appris à accepter ses caresses. Je n'avais plus besoin de me recroqueviller à son contact. Parfois, je parvenais à oublier, pendant quelques heures, ce qui s'était réellement passé, cet objectif qui me poussait en avant. Mais alors, je replongeais dans le souvenir de cette salle d'accouchement, dans les mains de cet homme, dans le bébé que je n'avais jamais pu tenir. Je me réveillais en sueur, le cœur battant de façon irrégulière. 2 ans après le mariage, peu avant la fin de mon cursus, Charles a commencé à cracher du sang. Au début, il cachait, répétait que ce n'était rien. Mais il est vite devenu évident que c'était sérieux. Tuberculose, ont-ils diagnostiqué. À cette époque, c'était encore une maladie qui emportait les gens malgré les traitements. Il a dépéri à vue d'œil, la peau collée aux os, les yeux creusés, la toux de plus en plus violente. « Pardonne-moi » a-t-il murmuré une nuit, tenant ma main avec le peu de force qui lui restait. Je savais qu'il était malade avant de me connaître, mais il voulait en goûter un peu de bonheur avant de partir. Je n'ai pas pu lui en vouloir. J'avais mes propres secrets, mes raisons d'égoïste pour ce mariage. Je me suis occupée de lui jusqu'à ce que la fin arrive, 3 mois plus tard. J'ai enterré Charles dans un petit cimetière aux abords de Toulouse, entouré de quelques collègues de l'hôpital et de 2 cousins éloignés, sa seule famille. J'ai pleuré, oui, mais je ne sais pas dire si c'était pour lui ou si je pleurais enfin pour tout. Pour la petite fille que j'avais été, pour la dignité qui m'avait été volée, pour la fille perdue, pour les années passées dans une vengeance dont j'ignorais si je pourrais un jour l'accomplir. J'ai terminé le cours sous le nom de Célestine Moreau-Lambert. Le nom de famille de Charles était devenu le mien, un nouveau déguisement supplémentaire. J'avais 26 ans. Veuve. Infirmière obstétricienne diplômée, avec de l'expérience dans 2 hôpitaux différents. Il était temps de revenir. 15 ans après avoir quitté Rodez comme une petite fille brisée, je revenais en femme déterminée, armée de connaissances, d'expérience et d'un plan. La ville avait changé lorsque je suis revenue en 1978. La ville avait grandi, s'était animée. Le marché recevait maintenant des camions plus imposants. Les rues étaient pleines de voitures, le commerce prospérait davantage. L'hôpital municipal où tout avait commencé s'était également agrandi. C'était devenu l'hôpital régional de Rodez, plusieurs étages, des dizaines de médecins, un centre de référence pour toute la région. Et lui était toujours là. Dr Augustin Bellemare, désormais directeur et chirurgien en chef, plus puissant que jamais, presque intouchable. J'avais loué une chambre dans une pension de l'autre côté de la ville, loin du quartier où j'avais grandi, pour éviter d'être reconnu. J'avais encore changé d'apparence. Je portais des lunettes dont je n'avais pas besoin. Mes cheveux étaient plus courts, ma tenue plus formelle que tout ce que j'avais jamais porté. Quand je me regardais dans le miroir, je peinais à reconnaître la petite fille que j'avais été. J'étais prête. J'ai postulé pour un poste d'infirmière à l'hôpital. L'entretien était avec la chef des infirmières, Madame Hélène, une femme sévère qui scrutait mon CV avec attention. Bonne expérience, a-t-elle commenté. Mais pourquoi revenir à Rodez après des années dans la grande ville ? Les opportunités y sont meilleures. Mon mari est décédé, ai-je répondu, racontant l'histoire que j'avais répétée. J'avais besoin d'un nouveau départ et j'avais toujours entendu du bien de cet hôpital, surtout du travail du docteur Augustin Bellemare.
Son nom est sorti de ma bouche comme un poison, mais je suis restée calme, presque admirative. J'ai été engagée pour l'équipe de nuit dans l'aile obstétrique, exactement là où je devais être. Les premières semaines, je gardais la tête baissée, faisais mon travail efficacement, observais tout et évitais d'attirer l'attention. Le docteur Augustin apparaissait rarement pendant la nuit. Quand il venait, je m'assurais d'être occupée dans une autre salle ou de porter un masque chirurgical qui cachait une partie de mon visage. Ce n'était pas encore le moment de nous confronter. J'ai commencé à me rapprocher des autres infirmières, surtout des plus anciennes. Je leur apportais du café pendant les pauses. J'écoutais leurs histoires, leurs plaintes. Petit à petit, j'ai gagné leur confiance. Je faisais partie de cet endroit. Et j'ai commencé à entendre des rumeurs, des chuchotements dans les coins, interrompus dès qu'un pas approchait. Des patientes qui se réveillaient confuses après des interventions avec le docteur Augustin. Comment il préférait recevoir certaines patientes seules, surtout les jeunes et vulnérables. Il est étrange, m'a confié Marthe, infirmière d'âge moyen qui travaillait ici depuis des décennies. Mais personne ne parle. Il a apporté progrès et ressources, et il a des protections là-haut, disait-elle en pointant vers le ciel, désignant les politiques, les puissants qui le soutiennent. J'avais besoin de preuves. Des paroles contre des paroles ne suffiraient pas. J'avais appris cela à la pire des manières. J'ai commencé un journal méticuleux, notant chaque date, chaque horaire, chaque patiente qui passait par son cabinet et en ressortait étrange. Les commentaires suspects que j'entendais n'étaient pas suffisants. Il me fallait quelque chose de concret, irréfutable. C'est Marcel, technicien de maintenance à l'hôpital avec qui je m'étais liée d'amitié, qui m'a donné l'idée, sans le savoir. Il réparait radio et magnétophone pendant ses heures libres. Regarde ce que j'ai récupéré dans la poubelle, m'a-t-il montré un jour, fier. C'était un petit magnétophone à cassette, du type utilisé par les journalistes. Il avait juste un problème de moteur. Maintenant, il fonctionnait parfaitement. Tu veux l'acheter? Je le vends pas cher. J'ai acheté immédiatement, puis j'ai pris 2 autres modèles différents qu'il avait réparés. Ils étaient petits, faciles à dissimuler, exactement ce qu'il me fallait. J'ai commencé à les placer dans des endroits stratégiques. D'abord dans le cabinet où le docteur Augustin recevait ses patientes. Puis dans la salle de récupération post-opératoire. Et enfin, j'ai réussi à en cacher un dans la pièce privée qu'il réservait aux cas particuliers. Les enregistrements se sont accumulés progressivement. La majorité ne contenait que la routine hospitalière, rien de compromettant. Puis, un jour, j'ai enfin saisi quelque chose de crucial. Une jeune patiente était venue pour une procédure banale et j'ai entendu sa voix se transformer quand ils étaient seuls. Les mêmes mots qu'il avait employés avec moi, des années auparavant. Tu es spécial, personne ne te croira. Notre secret est à nous. Les sons étaient clairs, indiscutables, révélant exactement ce qui se passait. Ma main tremblait la première fois que j'ai écouté cette cassette. C'était comme revivre le cauchemar, mais cette fois avec une preuve tangible. Il n'avait pas changé d'un iota en toutes ces années. Ce qu'il m'avait fait, il le reproduisait sur d'autres. Il continuait encore, mais il me fallait davantage. Un seul enregistrement pouvait être contesté, discrédité. Je devais constituer un dossier solide, impossible à ignorer. J'ai trouvé des alliés sans qu'ils sachent qu'ils m'aidaient réellement. Nelly, la femme de ménage de l'aile médicale, m'a parlé des vêtements tachés de sang qu'elle découvrait dans l'armoire personnelle du docteur Augustin. Du sang qui n'était pas lié à des interventions chirurgicales, puisqu'il ne suivait jamais la procédure normale et ne passait pas ses habits par la blanchisserie. Madame Thérèse, ancienne sage-femme de la région et bénévole à l'hôpital, m'a montré une liste qu'elle gardait secrète. Des patientes jeunes, avec des complications inexplicables après avoir été prises en charge par lui. Certaines étaient même décédées dans des circonstances suspectes. La plus inattendue des alliées est apparue quand je m'y attendais le moins. Je classais des dossiers quand une femme élégante est entrée dans la pièce. C'était Séverine, l'épouse du docteur Augustin. Je l'avais aperçue de loin à quelques occasions, mais nous n'avions jamais échangé un mot. Elle semblait nerveuse, scrutant la pièce comme si elle redoutait d'être vue. « Vous êtes la nouvelle infirmière, n'est-ce pas? Celle qui vient de Toulouse, murmura-t-elle. J'ai simplement acquiescé, intriguée. Il faut que je vous parle, mais pas ici. Nous avons convenu de nous retrouver dans un café éloigné de l'hôpital le lendemain. Lorsqu'elle est arrivée, son agitation était encore plus palpable. Elle a commandé un café qu'elle n'a pas touché, faisant tourner la tasse entre ses mains.
Je ne sais pas pourquoi je fais ça, a-t-elle commencé, la voix à peine audible. Peut-être parce que vous venez de l'extérieur et que vous ne connaissez personne ici. Peut-être parce que je ne supportais plus de feindre l'ignorance. Alors elle a commencé à parler, à raconter ce qu'elle soupçonnait depuis des années. D'abord de simples liaisons, puis de plus sombres secrets. Comment elle avait découvert des photos cachées dans le bureau de son mari à la maison. Des clichés de patientes dans des positions compromettantes. Comment elle avait surpris des conversations téléphoniques étranges, organisant des rendez-vous quand l'hôpital était presque vide. Comment une fois, une très jeune fille avait frappé à leur porte, hystérique, criant des accusations. Et comment son mari l'avait envoyée de force dans une clinique psychiatrique dans une autre ville. Je ne peux rien faire, a-t-elle dit en laissant couler ses larmes. Il contrôle tout, l'argent, la maison, il a des amis puissants partout. Si je parle, personne ne me croira. On dira que c'est de la jalousie, de l'hystérie féminine. Les mêmes mots, le même sentiment d'impuissance que j'avais ressenti jadis. Pourquoi me confiez-vous tout cela, ai-je demandé, essayant de garder la voix neutre. À l'intérieur, mon cœur bondissait, reconnaissant cet allié inattendu. Parce que j'ai entendu les infirmières dire que vous posez des questions, que vous observez, que vous vous souciez, a-t-elle murmuré. Elle a essuyé ses larmes avec une serviette. Je ne peux plus me taire et être complice. Quelqu'un doit agir. Elle ignorait tout de mon passé, de ce que j'avais enduré aux mains de son mari. Je n'ai rien révélé, mais j'ai accepté son aide quand elle m'a proposé de me montrer où il conservait les documents compromettants. Photos, registres altérés, dossiers secrets, tout m'a été accessible. J'ai accepté la copie de la clé de son bureau à l'hôpital, pour enquêter quand il n'y serait pas. Jour après jour, j'ai accumulé les preuves avec minutie. Enregistrements, documents, photos, témoignages écrits de patientes que j'avais réussi à convaincre de me faire confiance. J'ai constitué un dossier si complet, si précis, qu'il serait impossible de l'ignorer. Puis j'ai appris que le Conseil régional de médecine devait se rendre à Rodez pour inspecter l'hôpital. Une visite de routine, tous les 5 ans, qui se présentait comme l'opportunité idéale. J'ai préparé des copies du dossier pour chaque membre du Conseil. Tout a été planifié au moindre détail. Les cassettes les plus compromettantes seraient diffusées via le système sonore de l'hôpital pendant l'inspection officielle. Les photos et documents seraient remis simultanément à chaque conseiller, pour que personne ne puisse perdre les preuves. Et le docteur Augustin serait présent, sans échappatoire, contraint de faire face publiquement à ses actes. La veille de ce jour crucial, je n'ai pas fermé l'œil. 15 années de préparation, de planification, d'attente. 15 ans à vivre uniquement pour la vengeance, pour ce moment où enfin il saurait qui j'étais et ce qu'il avait détruit tant d'années auparavant. J'ai passé la nuit entière à passer le plan au crible, m'assurant qu'aucun détail ne m'échapperait, que tout était parfaitement orchestré. L'aube s'est levée sous un ciel chargé, un vrai déluge, comme pour nettoyer la ville tout entière. C'était à propos, pensais-je. Une tempête prête à frapper cet hôpital, à emporter avec elle des années de corruption et de silence. Je me suis préparé avec une minutie extrême. Uniforme impeccable, cheveux tirés avec rigueur, maquillage discret. Je voulais être irréprochable pour le moment où ils me reconnaîtraient enfin. Le conseil est arrivé exactement à l'heure prévue, 6 médecins venus de Toulouse, tous en costume sombre, tous sérieux. Le docteur Augustin les a accueillis à l'entrée, souriant, confiant, comme s'il dominait toujours le monde. Je restais à distance, scrutant chaque mouvement, attendant l'instant parfait. Le groupe a commencé la visite, parcourant chaque aile, inspectant chaque service avec attention. Les infirmières se sont agitées de tous côtés, tout était nettoyé, rangé, prêt pour l'inspection. La mise en scène était parfaite. Quand ils ont atteint l'aile obstétrique où je travaillais, mon cœur a commencé à battre plus vite. Le moment était venu. Discrètement, j'ai glissé une enveloppe dans les mains de chaque membre du conseil. Information importante sur la maternité, ai-je murmuré à chacun. Ils les ont rangés sans les consulter, supposant qu'il s'agissait de simples rapports officiels. Le docteur Augustin m'a lancé un regard agacé, sans me reconnaître. Pas encore. La visite a continué jusqu'à l'auditorium, là où se tiendrait la présentation officielle des résultats de l'hôpital. Tout le personnel était rassemblé, médecins, infirmières, techniciens, chacun à sa place. Je m'étais assuré que Marcel, le technicien de maintenance, avait tout configuré correctement sur le système audio, exactement comme nous l'avions prévu.
Lorsque le docteur Augustin monta sur l'estrade pour entamer son discours vantard, je donnai le signal. Les enregistrements commencèrent à passer dans les haut-parleurs. Au début, c'était la confusion, chacun se tournant vers son voisin, tentant de comprendre ce qui se produisait. Puis les voix se précisèrent. La sienne, reconnaissable entre toutes, prononçait des paroles horribles à l'encontre de patientes sous sédatifs, détaillant ce qu'ils leur faisaient pendant leur inconscience. Un silence glacial s'abattit sur l'auditorium. « Qu'est-ce que » hurla-t-il, cherchant à reprendre le contrôle. « Coupez ça, immédiatement, c'est du sabotage », mais c'était trop tard. Je me levai et avançai lentement vers la scène, gravissant les marches une par une, sans jamais hâter mon pas. Arrivé à sa hauteur, je retirai mes lunettes de déguisement et le fixai droit dans les yeux. « Vous vous souvenez de moi, docteur ?» demandai-je assez fort pour que tout le monde entende. « Célestine Bouchard, la jeune fille de 16 ans que vous avez agressée pendant l'accouchement il y a 15 ans. Celle à qui vous avez dit que personne ne croirait. » La reconnaissance se peignit sur son visage. D'abord la confusion, puis l'effroi, puis une peur primordiale. Il savait exactement qui j'étais. Il savait ce qu'il avait fait. « Ouvrez les enveloppes », ordonnai-je aux membres du conseil. Tout y est. Toutes les preuves, toutes les victimes, toutes ces années. Le chaos qui suivit était indescriptible. Les médecins feuilletaient les dossiers, horrifiés. Les infirmières pleuraient, certaines confiantes qu'elles avaient toujours eu des soupçons. Le docteur Augustin tenta de s'échapper, mais 2 agents de sécurité, prévenus à l'avance, l'en empêchèrent. La police fut appelée. En l'espace de quelques heures, l'hôpital fut encerclé par des voitures de police, des journalistes et une foule qui ne cessait de grandir. Le docteur Augustin fut arrêté cet après-midi-là. Les chefs d'accusation étaient si nombreux que le commissaire dut utiliser plusieurs feuilles pour tout énumérer: abus sexuels, viol, fraude, falsification de dossiers médicaux, trafic d'enfants pour adoption illégale. La liste semblait interminable. Lorsqu'ils l'ont menotté et conduit à la voiture, nos regards se sont croisés une dernière fois. Il n'y avait plus d'arrogance dans ses yeux, seulement la peur nue de quelqu'un qui se retrouve enfin face aux conséquences de ses actes. Le scandale a pris une ampleur nationale. Les journaux de tout le pays ont relayé l'affaire du médecin monstrueux de Rodez. D'autres victimes ont commencé à se manifester, surgissant par dizaines, des décennies après les faits. Des femmes réduites au silence, discréditées, certaines ne se souvenant même pas clairement de ce qui leur était arrivé sous sédatifs, mais qui avaient toujours senti que quelque chose n'allait pas. 2 semaines après son arrestation, la nouvelle est tombée. Le docteur Augustin avait tenté de se suicider dans sa cellule. Il n'était pas allé jusqu'au bout. Les gardiens l'avaient retrouvé à temps, mais dans la lutte pour l'en empêcher, il était tombé, heurtant violemment la tête et la colonne vertébrale. Le résultat, une lésion médulaire grave, paralysie totale du cou jusqu'aux pieds. Il était vivant, conscient, son esprit intact, mais prisonnier d'un corps qui ne répondait plus, exactement comme tant de patientes l'avaient ressenti sous l'effet des drogues qu'il administrait. L'hôpital fut temporairement fermé pour enquête. À sa réouverture, plusieurs mois plus tard, une nouvelle direction et des protocoles stricts avaient été mis en place. Ironie du sort, j'ai été invité à prendre la direction des soins infirmiers de l'aile obstétrique. L'endroit où j'avais vécu l'un des pires moments de ma vie était désormais le lieu où je pouvais m'assurer qu'aucune autre femme ne subirait ce que j'avais subi. En regardant en arrière, certains pourraient se demander si je n'étais pas allé trop loin, si je n'aurais pas dû simplement dénoncer et laisser la justice faire son travail. Mais dites-moi, que feriez-vous à 16 ans, ayant vu votre honneur et votre bébé vous être arrachés dans une ville où personne ne vous croit contre un médecin? Je ne juge pas ceux qui choisiraient différemment. Mais après tout ce que j'avais enduré, la justice devait non seulement être rendue, mais être visible pour toutes. La première fois que j'ai été chargée de m'occuper de lui à l'hôpital pénitentiaire, un mélange d'émotions m'a envahi, indescriptible. L'infirmière précédente avait refusé de continuer après avoir découvert son passé. Comme j'étais la seule suffisamment expérimentée pour gérer des cas de paralysie, j'avais été choisie. Quand j'ai franchi la porte de sa chambre et aperçu ce corps immobile dans le lit, les yeux encore capables de bouger et me fixant avec reconnaissance horrifiée, j'ai ressenti une amère sensation de victoire. « Bonjour, docteur Augustin », dis-je calmement en enfilant mes gants. « À partir de maintenant, c'est moi qui vais m'occuper de vous. Ne vous inquiétez pas, je suis extrêmement professionnel. Je veillerai à ce que vous restiez en vie très, très longtemps. » En ajustant le tube du respirateur, je me penchai près de son oreille et chuchotai. « Vous vous souvenez de moi, docteur ?
Cette petite de 16 ans que vous avez agressée pendant l'accouchement. Maintenant, votre vie repose entre mes mains. Avec la chute du docteur Augustin, je devais enfin affronter une question que j'avais repoussée pendant 15 ans. Ma fille. Pendant toutes ces années de préparation pour ma vengeance, j'avais essayé de ne pas trop y penser, car la douleur était trop vive. Mais maintenant que la justice était accomplie, le vide revenait avec force. Où se trouvait-elle? Comment avait-elle grandi? Était-elle heureuse avec la famille que cet homme avait choisie pour elle ce jour-là? J'ai commencé à chercher dans les registres d'adoption. Ce n'était pas simple. Dans les années 60, surtout dans les zones rurales comme l'Avon, les adoptions étaient souvent irrégulières, avec des documents falsifiés ou inexistants. Et le docteur Augustin avait veillé à ce que toutes les traces disparaissent. J'ai fouillé les archives des mairies, parcouru les dossiers poussiéreux de l'hôpital, interrogé d'anciennes assistantes sociales. Le premier indice est venu d'une infirmière retraitée qui avait travaillé à l'époque. Je me souviens de ce cas, m'a-t-elle dit quand j'ai présenté la date approximative et quelques détails. La petite avait été confiée à un couple de Paris. L'homme, ingénieur, travaillait sur la construction d'un barrage. Sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Le docteur avait tout arrangé. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était un début. J'ai engagé un détective privé à Paris, une démarche que je n'aurais jamais imaginée dans ma vie. J'ai dépensé une grande partie de mes économies accumulées au fil des années. Je cherchais une fille née en octobre 1963 à Rodez, adoptée par un couple parisien. Le père était ingénieur sur les barrages. À ma surprise, 6 mois plus tard, il est revenu avec un nom, Joséphine Dubois-Martin, 23 ans, étudiante en médecine à la Sorbonne, fille de Robert et Élise Martin. Le père était effectivement l'ingénieur affecté au barrage de Serponçon dans les années 60, puis retourné à Paris. Il était décédé dans un accident de voiture 2 ans auparavant. La mère adoptive était toujours vivante. D'après ce que j'ai pu apprendre, la jeune fille ignorait qu'elle était adoptée. Je suis restée des jours à contempler la photo que le détective avait obtenue. Une jeune femme magnifique, cheveux châtains, yeux clairs comme les miens, souriant devant la faculté de médecine. Ma fille, mon sang, une future médecin. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle avait choisi exactement la profession de l'homme qui avait détruit nos vies. Et pourtant, d'une certaine manière, cela semblait juste. Comme un cycle qui se referme, une réparation que l'univers avait orchestrée. Aller à Paris fut sans doute l'une des décisions les plus ardues de ma vie. Que dirais-je? Comment pourrais-je me présenter? Elle ignorait tout de son adoption. Et moi, pouvais-je surgir de nulle part pour lui révéler cette vérité? Quel droit avais-je de bouleverser son existence après tant d'années? Tout comme quel droit il avait eu de me l'arracher? J'ai passé des nuits blanches à tourner ces questions dans ma tête, jusqu'à ce qu'une voix intérieure, peut-être celle de ma grand-mère Irène, ou celle de la petite fille que j'avais été, me souffle que je devais au moins tenter de l'apercevoir de près, même si je ne lui parlais jamais. Paris m'a impressionné. La ville immense, bruyante, grouillante de passants pressés, semblait appartenir à un autre monde que celui que je connaissais à Avion. Je me suis installée dans un petit hôtel modeste près de la Sorbonne et ai passé ma première semaine à l'observer à distance. Je l'ai vu plusieurs fois sortir de la faculté, déjeuner avec des amis à la cafétéria universitaire, étudier à la bibliothèque. Toujours de loin, comme un fantôme, hésitant à m'approcher, craignant le rejet, redoutant de provoquer sa peine. Puis, un jeudi pluvieux, j'ai trouvé le courage. Elle était seule à la cafétéria, entourée de livres ouverts. J'ai respiré profondément et me suis approchée. Puis-je m'asseoir ici? Toutes les autres tables sont occupées, ai-je demandé, la voix légèrement tremblante. Malgré mes répétitions mentales, elle a levé les yeux. Mes yeux. Un serrement m'a noué la poitrine, et elle m'a souri poliment. Bien sûr, installez-vous, a-t-elle répondu. Dans les minutes qui ont suivi, une bataille intérieure s'est livrée en moi. Une partie de moi voulait se lever et disparaître. L'autre brûlait de la prendre dans mes bras et de ne jamais la lâcher. Finalement, j'ai commencé à poser des questions sur ses livres de médecine, feignant un intérêt casual. Elle a répondu avec enthousiasme, décrivant le cours et la spécialité qu'elle souhaitait suivre. Sa voix, claire, musicale, raffinée, contrastait avec mon accent de Véronnais que j'avais toujours tâché de dissimuler. « Vous êtes aussi médecin ?» a-t-elle demandé, remarquant mon intérêt pour ses ouvrages. « Non, je suis infirmière. Je travaille à Rodez, à Avion, ai-je expliqué. » Ses yeux se sont légèrement écarquillés devant cette coïncidence. « Rodez,
Mon père y avait travaillé dans les années 60 sur un barrage. Je suis née là-bas. Enfin, pas exactement, mes parents m'avaient adopté là-bas bébé. Elle s'est soudain interrompue, semblant gênée. Oh là, je ne sais pas pourquoi je raconte ça. Ce n'était pas censé être su. En fait, je l'ai juste découvert par hasard en fouillant des documents après le décès de mon père. La vie offre parfois des ouvertures que l'on n'avait jamais imaginées. Et elle était là, évoquant déjà son adoption, mentionnant Rodet. Comme si le destin ouvrait la porte que j'avais tant redouté de frapper. Quelle incroyable coïncidence, ai-je réussi à dire, la gorge nouée d'émotions. Moi aussi, j'ai une histoire liée à l'adoption. J'ai donné une fille en adoption à Rodez il y a de nombreuses années. Le silence qui a suivi semblait peser sur le monde entier. J'ai vu dans ses yeux l'instant exact où tout a basculé. La compréhension, l'incrédulité, le choc, tout à la fois. Vous dites que vous n'êtes pas sûr, ai-je murmuré, interrompant sa pensée, inventant un prétexte pour lui laisser une échappatoire si elle en avait besoin. Trop de coïncidences semblaient impossibles. Quel âge avez-vous? Quand avez-vous été adopté exactement? Les heures suivantes ont été un tourbillon. Nous avons comparé dates, détails, événements. Tout concordait, chaque pièce s'emboîtait parfaitement. Elle a pleuré. J'ai pleuré. Les passants dans la cafétéria nous regardaient avec curiosité, sans comprendre la tension invisible qu'il y ait ces deux femmes. À la fin, il n'y avait plus aucun doute. C'était elle, ma fille, le bébé que l'on m'avait arraché sans même me laisser l'effleurer. Joséphine, le nom qu'on lui avait donné, résonnait dans mon cœur. Elle voulait tout savoir. Pourquoi je l'avais confiée? Qui était son père? Comment cela s'était-il passé? J'ai livré une version adoucie de la vérité. J'étais très jeune, seule, abandonnée par ma famille lorsqu'est née cette grossesse. Je n'avais aucun moyen d'élever un enfant. Le père était parti étudier loin. L'adoption n'avait pas été entièrement volontaire, mais je voulais surtout lui offrir une vie meilleure que celle que j'aurais pu lui donner. Je n'ai rien dit du docteur Augustin. Je n'ai pas évoqué l'abus, le viol, ni la façon dont on m'avait arraché ma fille. Je n'ai pas parlé de la vengeance minutieusement préparée pendant des années. Elle n'avait pas besoin de savoir que l'homme que j'avais fait tomber était celui qui avait organisé son adoption et veillé à ce qu'elle soit aimée. Certaines vérités sont trop lourdes à porter. Avez-vous eu une bonne vie? Ai-je demandé, serrant ses mains sur la table. C'était tout ce qui comptait. Ils ont été des parents merveilleux, a-t-elle répondu, le sourire mêlé de larmes. Je n'aurais pas pu rêver d'une meilleure famille. Mon père était incroyable, patient, affectueux. Il m'a tout appris. Ma mère m'a toujours soutenue. Je n'ai jamais manqué de rien. Ces mots étaient le plus beau cadeau que je pouvais recevoir. La douleur de toutes ces années, l'ombre de notre séparation, a commencé à s'atténuer. Ma fille avait été aimée, choyée, heureuse. Au milieu de tant de tragédies, au moins une chose avait parfaitement réussi. Nous nous sommes vus plusieurs fois au cours de cette semaine. Elle m'a finalement présenté à sa mère adoptive, une rencontre d'abord tendue, mais qui s'est achevée avec nous deux, en larmes, enlacés. Élise connaissait vaguement les circonstances de l'adoption, mais son mari, Robert, avait soigneusement omis les détails. Il répétait toujours qu'il fallait remercier chaque jour la mère biologique de Joséphine de nous avoir offert le plus beau cadeau de notre vie, m'a-t-elle dit, serrant ma main. Et il avait raison. Merci, Célestine, ai-je murmuré. Avant mon retour à Rodez, Joséphine m'a confié ses projets. Je vais me spécialiser en médecine légale, avec un focus sur la violence sexuelle, a-t-elle expliqué. Je veux travailler avec les victimes d'abus, surtout les femmes et les enfants. C'est comme si j'étais faite pour ça, a-t-elle ajouté. Le destin a ses propres ironies. Sans le savoir, ma fille suivait une voie de justice que, d'une certaine façon, j'avais commencée. La lutte que j'avais menée continuerait désormais à travers elle, mais d'une manière constructive, réparatrice, et non animée par la vengeance qui avait consumé tant d'années de ma vie. Je suis retournée à Rodez avec le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des décennies. L'hôpital évoluait sous une nouvelle direction, avec des protocoles plus stricts et davantage de transparence. J'ai été promue infirmière en chef de l'aile obstétrique, une reconnaissance de mon rôle dans la révélation des abus et la protection des patientes. La vie retrouvait un rythme, un but nouveau. C'est à ce moment-là que j'ai reçu la nouvelle. Le docteur Augustin allait revenir à Rodez. Après 5 ans passés dans un hôpital pénitentiaire à Toulouse, il devait être transféré pour purger le reste de sa peine en résidence surveillée, en raison de sa santé déclinante.
La paralysie complète, accompagnée de maladies développées en prison, nécessitait des soins constants que le système pénitentiaire ne pouvait lui offrir. Nous avons besoin de quelqu'un d'expérimenté pour superviser ces soins à domicile, m'a expliqué le nouveau directeur de l'hôpital. Il m'a regardé droit dans les yeux. Je sais que c'est beaucoup demandé compte tenu de votre passé, mais vous êtes la plus qualifiée de l'équipe, a-t-il ajouté. J'aurais pu dire non. Personne ne m'en aurait voulu après tout ce qui s'était passé. Mais quelque chose en moi, peut-être cette même détermination qui m'avait guidée toutes ces années, peut-être une curiosité sombre ou simplement le besoin de clore définitivement ce chapitre, m'a poussé à accepter. La première fois que je suis entrée dans la maison où il purguait sa résidence surveillée, un frisson m'a parcouru l'échine. C'était une maison simple, aménagée pour les besoins d'une personne dépendante. Un infirmier employé par l'État était présent en permanence, mais moi, je venais 3 fois par semaine pour des évaluations plus complexes, ajuster les traitements, vérifier les dispositifs médicaux. Il était là, allongé sur un lit médical installé au milieu du salon, le corps figé, prisonnier d'une enveloppe charnelle qui ne répondait plus. Seuls ses yeux bougeaient, et quand il m'a vu entrer, ils se sont écarquillés, mélange de reconnaissance et de peur. Il savait qui j'étais, il savait ce qu'il avait fait, et il savait que désormais, d'une certaine manière, sa vie dépendait de mes mains. « Bonjour, docteur Augustin », ai-je dit, en maintenant une voix parfaitement professionnelle. Je suis l'infirmière Célestine et j'ai été désignée pour superviser vos soins. L'infirmier de garde s'est retiré, me laissant seule pour l'évaluation. Quand nous sommes restés seuls, je me suis approchée de son lit. Vous vous souvenez de moi, docteur ? Cette adolescente de 16 ans que vous avez abusée pendant l'accouchement. Maintenant, votre vie est entre mes mains. Dans les années qui ont suivi, je me suis occupée de lui avec un professionnalisme sans faille. Jamais je n'ai franchi une ligne, jamais je n'ai négligé ses soins, jamais je ne lui ai infligé de douleur volontaire. Ce n'était pas ce genre de vengeance que je voulais. La véritable punition était dans le regard de terreur qu'il lançait à chaque fois que j'entrais dans la pièce. Le pouvoir résidait dans le fait qu'il savait que je pouvais agir, mais que je choisissais de ne pas le faire. C'était la torture psychologique ultime, être entièrement à la merci de quelqu'un qui avait toutes les raisons de vous haïr. Parfois, pendant ses soins, je murmurais à son oreille en ajustant le respirateur ou en contrôlant les signes vitaux. Vous savez, j'ai retrouvé ma fille. Elle va bien. Elle est médecin maintenant, spécialisée dans l'aide aux victimes d'abus comme ceux que vous avez commis. Voyez comme la vie peut être ironique, docteur, vous qui aviez tant de pouvoir, maintenant vous ne pouvez même pas bouger un doigt seul. Pendant ce temps, à l'hôpital, j'ai commencé à instaurer des changements. J'ai formé de jeunes infirmières à repérer les signes d'abus médicaux et à être attentives aux comportements suspects. Nous avons créé un code silencieux au sein de l'équipe féminine, un mot apparemment banal qui signifiait rester auprès de la patiente pendant l'examen, ne jamais la laisser seule avec le médecin, sans accusation, sans confrontation, juste une protection vigilante et discrète. Joséphine venait me voir régulièrement. Notre relation s'est construite doucement, petit à petit. Elle ne m'a jamais appelée maman, ce qui était compréhensible. Mais entre nous s'est tissée une amitié profonde, un lien qui dépassait toutes les étiquettes habituelles. Elle a même effectué un stage dans notre hôpital, contribuant à mettre en place des protocoles pour la prise en charge des victimes de violences sexuelles, qui sont devenus des références dans toute la région. Lors de l'une de ses visites, elle m'a annoncé une nouvelle. Elle était enceinte. Je vais être grand-mère, ai-je murmuré, incapable de retenir mes larmes. Elle a souri, posant sa main sur son ventre encore plat. Oui, cette fois, vous pourrez être présente dès le début, voir le bébé grandir. Le jour où ma petite fille est née, dans le même hôpital où sa mère avait vu le jour dans des circonstances si différentes, j'ai senti un cycle se refermer. 3 générations de femmes, désormais unies non par la douleur ou la séparation, mais par la vie, l'amour et la continuité. J'ai tenu ce petit corps contre moi et j'ai promis silencieusement qu'elle grandirait dans un monde un peu plus sûr, un peu plus juste pour les filles et les femmes. Le docteur Augustin est mort un jour de pluie battante, de ces orages qui semblent vouloir laver le monde entier. Pneumonie, ont-ils dit. Le corps déjà affaibli n'a pas tenu. J'ai été appelée en urgence, mais quand je suis arrivée, il était déjà parti. J'ai regardé ce corps inerte dans le lit, désormais abandonné même par la moindre étincelle de vie. Et je n'ai rien ressenti. Ni joie, ni tristesse, ni soulagement. Juste la sensation que ce chapitre se refermait enfin. Aux funérailles, je suis allée par obligation professionnelle. Peu de monde était présent,
Un neveu éloigné, quelques anciens collègues qui ne connaissaient peut-être pas toute l'histoire, un prêtre récitant ses prières mécaniques. Je suis resté au fond, observant. Sa femme n'était pas là, ayant divorcé des années auparavant après le scandale, et les victimes, bien sûr, non plus. La pluie continuait de tomber, comme si la nature savait qu'aucune larme humaine ne serait versée pour lui. Aujourd'hui, assise sur la terrasse de ma maison à Rodez, regardant la confluence du Dourdou et de l'Avion, je contemple les détours que la vie prend. J'ai 77 ans maintenant. Ma petite fille est déjà à l'université, suivant les pas de sa mère en médecine. Joséphine poursuit son travail auprès des victimes d'abus, sauvant des vies et reconstruisant des âmes brisées. Et moi, qui ai passé tant d'années consumées par la vengeance, j'ai enfin trouvé la paix. À l'hôpital, je suis devenue une sorte de légende vivante. Les jeunes infirmières me regardent avec un mélange de respect et de curiosité. Madame Célestine est celle qui a fait tomber un monstre, chuchote-t-elle entre elles. Cela ne me dérange pas. Ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que c'était nécessaire. Je ne regrette aucun pas de ce chemin, pas même les années passées à planifier la vengeance. C'était sans doute la seule façon, dans le monde dans lequel nous vivions, de faire advenir la justice. Parfois, je me demande comment aurait été ma vie si rien de tout cela n'était arrivé, si j'avais pu élever ma fille, si j'avais suivi un parcours ordinaire, sans cette rupture brutale qui a tout changé. Aurais-je été sage-femme comme ma mère? Serais-je restée à Rodez? Aurais-je été heureuse? Impossible à dire. La vie que j'ai eue est celle que j'ai bâtie à partir des ruines qu'on m'avait laissées. Et il y a une certaine beauté dans tout cela, une fierté silencieuse d'avoir survécu, d'avoir transformé la douleur en un but. Quand les jeunes infirmières viennent me demander conseil, je leur dis toujours la même chose. Protégez-vous les unes les autres. Croyez les femmes quand elles racontent leurs histoires. Ne laissez jamais le pouvoir d'une blouse blanche faire taire la vérité. C'est un héritage simple mais puissant. Le monde a beaucoup changé depuis les années 60, mais certaines batailles restent les mêmes, simplement sous de nouveaux déguisements et dans de nouveaux contextes. La lutte pour la dignité, pour l'autonomie sur son propre corps, pour la justice, ne finit jamais. Je suis Célestine Bouchard-Moreau, et voici l'histoire de ma vie. Un récit de douleur transformé en objectif. Si vous voulez entendre d'autres histoires comme la mienne, des récits de femmes qui ont affronté l'impossible et en sont sorties plus fortes, abonnez-vous à la chaîne Sagesse de Mamie. La sagesse ne vient pas des livres, non ma chère, elle vient des cicatrices que la vie laisse. Et nous, les vieilles que nous sommes, avons encore beaucoup à raconter. Certains pensent que la justice est aveugle, mais j'ai appris qu'elle est juste lente, comme une rivière calme en surface mais qui creuse son chemin en dessous, jusqu'à atteindre son but. Et quand elle arrive, aucun barrage ne peut l'arrêter. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de regarder les autres vidéos qui apparaissent à l'écran. Il suffit de cliquer sur le carré de la vidéo pour découvrir d'autres récits de mamies françaises qui, comme moi, ont affronté l'impossible et ont vécu pour le raconter.